Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part au Canada avec ses pairs à la 5e conférence du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Côte d'Ivoire a annoncé une contribution de 500 millions de francs CFA pour le Fonds mondial. Le choix a été porté sur la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 7e édition du Forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. La décision a été prise dernièrement en Nairobi, au Kenya, lors de la 6e édition. C'est une nouvelle tendance des femmes qui ne se contentent plus de produits chimiques pour faire grossir certaines parties de leur corps. Pourquoi cette tendance à la beauté artificielle? Nous aurons les éléments de réponse dans le dossier de ce 20h. L'Union africaine veut envoyer le plus rapidement possible des observateurs juristes pour assister la Cour constitutionnelle gabonaise dans l'examen du recours de l'opposant Jean Ping. La Cour constitutionnelle a accepté le principe de cette mission juridique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Si vous êtes étudiant, chercheur d'emploi, travailleur, entrepreneur, investisseur ou tout simplement une personne en quête de succès, ce livre va vous intéresser certainement. Il est intitulé « Tu peux réussir ton concours ». L'auteur est un Ivoirien, Séraphin Kwame Yao, dit Sky. Il est en service dans l'administration publique. Ce soir, il est notre invité de la page culture. Dans son livre Conseil, il propose une vision et une démarche pour progresser vers la réussite. Pour l'auteur, il faut cultiver l'esprit positif. Vouloir, c'est pouvoir, ne dit-on pas. Mais suffit-il de vouloir seulement? Sinon, comment réussir son concours? Notre invité nous en dira davantage dans quelques instants. Tout d'abord, rendons-nous au Canada où la 5e conférence du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a refermé ses portes aujourd'hui. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé aux travaux avec ses pairs. L'objectif de la rencontre, mobiliser 6 500 milliards de francs CFA pour financer les programmes de lutte contre les 3 pandémies. La Côte d'Ivoire, notre pays, a annoncé une contribution de 500 millions de francs CFA pour le Fonds mondial. Awa Touré, notre envoyé spécial. Le Fonds mondial veut renforcer la mobilisation en vue de mettre fin d'ici 2030 à 3 pandémies qui déciment les populations à travers le monde. Il s'agit du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, des dirigeants de la santé et la communauté internationale se sont retrouvés à Montréal pour contribuer à la réalisation de cette noble mission à travers une forte implication dans la levée de fonds pour le prochain cycle triennal du Fonds mondial. C'est le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, qui a annoncé la contribution de la Côte d'Ivoire. Au nom du président Alassane Ouattara, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de participer à cette 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial ici à Montréal, ce rendez-vous du donner et du recevoir. En sa qualité de pays champion pour la 5e campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial, la Côte d'Ivoire encourage tous les pays à se mobiliser pour que nous puissions atteindre cet objectif important de 13 milliards de dollars. À cet égard, j'ai l'agréable plaisir d'annoncer la contribution de la Côte d'Ivoire, qui est de 1 million de dollars. À cela s'ajoute le don d'1 million de dollars que nous avons fait à l'ONU-SIDA. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est félicité de la présence des leaders du monde entier et de leur engagement soutenu. Pour lui, c'est l'union autour d'une vision commune qui peut vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous savons que le combat n'est pas terminé. Ces épidémies tuent actuellement plus de 8000 personnes par jour. C'est plus de 8000 familles dont la vie est bouleversée. Et ces maladies touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les jeunes,
à travers le monde. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons mettre un terme à ces maladies dévastatrices. Le Fonds mondial est un partenariat novateur qui a obtenu d'excellents résultats depuis sa création en 2002. Ainsi, 20 millions de vies ont été sauvées. Plus de 9 millions de personnes sont actuellement sous traitement antirétroviral. 15 millions de personnes testées et traitées de la tuberculose et 659 millions de moustiquaires imprégnés distribués. En marge de ces travaux sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le président ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec le Premier ministre du Canada. Au menu de la rencontre, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Le Canada, justement, qui envisage d'apporter son appui à l'organisation des Jeux de la francophonie qui auront lieu l'année prochaine à Abidjan. On retrouve Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre du Canada ont fait un large tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Les deux personnalités ont convenu de travailler au renforcement de cette coopération multiforme avant de réaffirmer leur volonté de contribuer à la lutte contre les pandémies du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Je remercie le Premier ministre Trudeau de son invitation. Et vous savez, le Fonds mondial apporte une contribution importante à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et nous considérons que cette contribution nous permettra d'éradiquer ces fléaux sur les années à venir. Au-delà, le Premier ministre Trudeau nous a rappelé que dans sa jeunesse, il a visité la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Sassandra, beaucoup d'endroits de Côte d'Ivoire. Donc c'est un Premier ministre qui est dynamique, qui tient beaucoup aux relations avec l'Afrique. Et nous nous étions particulièrement honorés de l'avoir rencontré et d'échanger avec lui. Cette mission au Canada est une mission importante pour la Côte d'Ivoire. Le Canada est un grand pays, un pays qui s'est ouvert sur le tiers-monde, sur les pays en développement et sur les pays africains. Et moi, je me réjouis de cette opportunité. Nous continuons les discussions et le Fonds mondial a un objectif de 13 milliards de dollars de contributions à rechercher. Et bien sûr, par solidarité, la Côte d'Ivoire aussi apportera une contribution modeste. Et c'est surtout ce que nous attendons de la contribution des grands pays pour éradiquer ces fléaux. Bien avant cette rencontre, le président Alassane Ouattara a échangé avec le Premier ministre de Québec au siège du gouvernement québécois. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Québec et surtout l'appui de Montréal à Abidjan dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie était au centre des discussions. Je commencerai par remercier M. le Président et sa délégation de nous rendre visite aujourd'hui. Vous savez que notre participation à la francophonie mondiale est pour nous d'une importance capitale et tout le monde sait bien que l'avenir de la francophonie passe par l'Afrique, bien sûr. Alors, les relations qu'on a avec les pays francophones d'Afrique sont d'une importance très élevée. On a bien sûr parlé du prochain sommet à Madagascar où on se retrouvera certainement, mais également de la situation économique, des priorités économiques du gouvernement ivoirien qui correspondent tout à fait à ce que nous pouvons peut-être offrir en termes de collaboration, par exemple dans le secteur énergétique, dans le secteur agroalimentaire. On a même parlé du traitement des matières résiduelles à la fin de notre entretien. J'ai l'intention d'évaluer sérieusement avec ma collègue des relations internationales la possibilité de mener une mission commerciale en Afrique francophone et certainement que, compte tenu de l'importance du pays et de sa richesse relative par rapport aux voisins, ce serait une destination naturelle pour nous, avec des entrepreneurs. Donc, avoir vraiment des entrepreneurs de toute taille avec nous, pas uniquement des grandes entreprises, également des petites et moyennes entreprises qui pourraient nouer des partenariats. On a également parlé de la possibilité qu'on souhaite tous d'avoir un jour une liaison aérienne directe entre l'Afrique francophone et Montréal. On fait d'ailleurs des représentations à cet effet au sujet de notre transporteur. Et bien sûr, tout ça est sujet à évaluation. Alors, merci, M. le Président, pour votre visite. Moi, je voudrais vous remercier de nous donner cette opportunité de vous rendre visite, de vous saluer, de saluer donc la province du Québec à travers vous. Et les liens ont toujours été très forts entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Et je vous ai demandé si le bureau
donc du Québec à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire pourrait être réactivée. Cela nous tient à cœur. Et nous avons également parlé des Jeux de la francophonie, comme vous savez, qui vont se tenir à Abidjan en juillet 2017. Et c'est pour cela d'ailleurs que le ministre chargé des Jeux de la francophonie, le gouverneur Mambé, est avec nous. Et le Premier ministre nous a dit qu'il apporterait son soutien auprès de son gouvernement, mais également auprès du maire de Montréal, qui a été sollicité à cet effet. Je voudrais également insister sur la nécessité de renforcer nos liens économiques et commerciaux. Le Québec compte pour la moitié de nos échanges avec le Canada et la Côte d'Ivoire est le 5e partenaire africain du Canada. C'est dire à quel point un développement des relations commerciales avec cette grande province nous permettrait d'accélérer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous avons échangé sur les questions de visite des entreprises québécoises en Côte d'Ivoire dans les différents secteurs. Et la liaison aérienne est très importante pour nous, Monsieur le Premier ministre, parce que si nous pouvons avoir avec Air Canada une liaison Abidjan-Montréal, même au départ 1 ou 2 fois par semaine, je crois que ceci aiderait énormément à renforcer les liens, pas seulement dans le domaine commercial et des investissements, mais également les liens personnels, les personnes, les étudiants qui viendraient ici plus nombreux, et des hommes et des femmes d'affaires canadiens et ivoiriens qui pourraient rendre visite de part et d'autre. Pour matérialiser cette volonté de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Canada, une délégation de chefs d'entreprise va se rendre prochainement sur les bords de la lagune Ébrié pour explorer des opportunités d'affaires. Et on reste au Canada où l'international ivoirien Didier Drogba, qui joue actuellement pour l'équipe de l'Impact de Montréal, a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara, le chef de l'État qui est justement à Montréal pour prendre part à la 5e conférence du Fonds mondial. Didier Drogba a joué en équipe nationale de 2002 à 2014. Il a été 2 fois finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2012. Didier Drogba est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le choix a été porté sur la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 7e édition du Forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. La décision a été prise dernièrement en Nairobi, au Kenya. C'était lors de la 6e édition, une rencontre à laquelle a pris part le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Coulibaly Sangafoua, représentait le chef de l'État. En faisant donc ce choix, les pays africains espèrent tirer profit des succès réalisés dans le domaine agricole par notre pays. Adama Koné. La Côte d'Ivoire, terre fertile aux grandes manifestations du secteur agricole en 2017. En plus du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, c'est l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique qui frappe à la porte des autorités ivoiriennes pour la tenue de son 7e forum. Si les participants à la 6e édition tenue au Kenya au début du mois de septembre en ont manifesté l'intention, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, a rassuré sur les potentialités du pays. L'organisation de ce forum en Côte d'Ivoire, selon les experts, va confirmer la position stratégique du pays en tant que hub sous-régional en matière agricole, car les retombées de la croissance agricole impactent l'Ouest africain. La rencontre de Nairobi a aussi permis de dresser le bilan des programmes d'investissement agricole et de confirmer les promesses de financement estimées à 25 000 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années sur le continent africain. Avant l'organisation du Forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, c'est le MIVA qui bat son plein. Le marché ivoirien de l'artisanat a ouvert ses portes au Palais de la Culture de Treichville. Le top départ de cette 2e édition a été donné par le ministre ivoirien de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des PME. Le MIVA est un espace de promotion de l'artisanat africain. Francis Boifo. Du rythme et du son pour lancer la 2e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. L'événement a débuté vendredi au Palais de la Culture de Treichville et prendra fin le 25 septembre prochain. Le MIVA est un espace de promotion de l'artisanat africain.
Les délégations arrivent de partout. Je suis venue exposer des pagnes tissées, des pagnes basins teintés et des tissus en foulard, chapeau. Donc j'espère beaucoup vendre et avoir vraiment des relations de commande de la Côte d'Ivoire au Bénin. On essaie de faire découvrir notre artisanat à travers nos meilleurs artisans au travail, au public ivoirien. Le gouvernement ivoirien invite les populations à découvrir les œuvres d'art dans les stands. L'artisanat, c'est un métier qu'on peut embrasser pour pouvoir gagner sa vie. Donc c'est l'appel que je lance à la jeunesse de Côte d'Ivoire, de venir voir les stands, de voir ce qui s'est fait. Cette année, le démarrage du MIVA a été précédé du concours de fabrication du chocolat. Le Burkina Faso a remporté le trophée devant la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte et le Cameroun. Il s'est agi de montrer le savoir-faire des pâtissiers en matière de créativité. Quittons le MIVA pour parler du partenariat public-privé. Ce sujet a été débattu à la 15e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est un organisme chargé de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme nous l'explique Justine Seydjike. Le partenariat public-privé, PPP, moteur de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La 15e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, CCR-UEMOA, est placée sous le sceau de la promotion du partenariat public-privé, car décideurs et opérateurs économiques sont unanimes pour reconnaître l'importance du secteur privé dans l'essor de l'économie ouest-africaine. Le secteur privé est et doit être considéré comme un acteur clé et un partenaire à part entière de la conception et de l'exécution des politiques de développement économique. La CCR, depuis sa création, a su répondre à cet appel. L'émergence de nos économies repose sur le secteur privé. En effet, c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union et son avenir dépendra largement de votre savoir-faire et de l'investissement généreux de vos génies. Cette rencontre est le lieu de faire le bilan des activités de la CCR-UEMOA qui se veut le creuset du secteur privé des 8 États membres de l'UEMOA. La CCR-UEMOA a pour mission l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA. Vous l'avez vu ou certainement remarqué, c'est une nouvelle tendance. Des femmes ne se contentent plus de produits chimiques pour faire grossir certaines parties de leur corps. Fesses, seins, pour devenir plus belles, elles utilisent en tout cas des fesses artificielles. Le phénomène prend de l'ampleur. Peu importe le prix de la beauté, ces femmes en tout cas sont prêtes à tout pour séduire. Pourquoi cette tendance à la beauté artificielle? Réponse dans ce dossier signé Ami Sissoko. De faux cheveux, de faux ongles, de faux cils, des produits pour se décaper la peau ou pour faire grossir les seins et les fesses. Avec les femmes, les recettes pour séduire, il y en a toujours, comme ce phénomène des fesses artificielles. Une solution plus pratique, plus rapide et moins nocive pour avoir des rondeurs. Il faut juste se rendre sur les différents marchés du district d'Abidjan pour acquérir le chef-d'œuvre. Ça, c'est mieux que les comprimés, parce que les comprimés donnent des insuffisances rénales. On appelle ça bobraba pour augmenter les fesses. Il y a d'autres aussi, il y a bassin et puis il y a des fesses. Donc elles veulent augmenter, elles peuvent acheter aussi. En un clic, il est désormais possible d'avoir des fesses et des bassins bien rebondis et le volume souhaité. Démonstration avec cette vendeuse. Ces faux fessiers pour arrondir le poinçonnet sont faits de culottes rembourrées avec de la laine ou de la mousse. Il y en a de toutes les tailles. Un business juteux. Ça marche très bien. Les femmes commandent ça beaucoup. On envoie ça du pas. Elles reviennent avec les camarades pour commander. Il y a un fournisseur qui vient nous livrer. D'autres quittent en France, d'autres quittent en Chine. Bon, ça, on fait à 12 000 à débattre. Donc, elles peuvent avoir ça dans des prix 10 000 ou bien 8 000. On prend ça avec des gens qui quittent en Europe avec
Avoir des fesses galbées avec de faux fessiers. Effet de mode ou pas, les adeptes ont chacun toute une bonne raison. Les fausses fesses, ce n'est pas forcément pour avoir les fesses. Il y a des tenues qu'on porte qui ne sont pas adéquates. Soit il y a des filles, par exemple, qui n'ont pas de fortes cuisses. Donc il y a des filles qui portent ça pour que la tenue descende bien. Il y a des filles aussi qui ont de fortes cuisses, qui n'ont pas de fesses. Donc elles portent ça pour que la tenue soit bien. Je suis intéressée. Il y a fesses, mais ma forme n'est pas trop ça. Donc je vais prendre pour augmenter un peu. Je veux que ma forme sorte. Pour être sexy, pour être attirante, pour être belle, pour être bien en forme. Comme les hommes de maintenant, les filles en forme là, donc j'aimerais bien prendre ça et puis être en forme. Aucun sacrifice n'est de trop pour les femmes quand il s'agit de séduire. Aux fesses artificielles s'ajoutent des gaines fessiers et des seins artificiels. Cette gaine, ça aide les fesses tomber pour soulever. Et puis, ça aplatit les ventres aussi. Les femmes qui ont le gros ventre, ça leur permet de s'habiller en sexy. Ça peut augmenter les seins, comme si tu veux porter les habits décolletés aussi là. Tu as porté. Ça t'aide de soulever les seins. C'est mou. Des fesses artificielles, de faux bassins, de faux seins, des accessoires subtils pour se rendre belle. Tout un arsenal de beauté pour attirer le regard. Et ça marche, mais attention à ce faux physique. Maintenant que si tu portes, bon, si ton gars t'appelle, bon, allons-y au lit. Arrivé là-bas, tu enlèves, tu as découragé le mari, c'est pas joli à voir. Ça peut donner une nouvelle forme à la femme, mais si je découvre cela en chambre, bon, je serai déçu parce que je me dis qu'elle cache sa vraie valeur. Faux seins, des fausses fesses, on entend parler, mais il n'a pas encore été victime ni mon entourage. Le jour où ça va m'arriver, en tout cas tel que je me connais, il serait très en colère et puis si c'était à l'hôtel, il sait qu'il va la laisser là-bas pour rentrer chez moi tranquillement. J'ai des amis qui ont été trompés. Il a dragué la fille là. Maintenant, arrivé à la maison là, il a trouvé que non, la fille là, elle a porté chiffon pour augmenter ses fesses là. Maintenant, et puis elle avait porté sein aussi, silicone là, pour augmenter ses seins. Maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, moi, mes amis là, ils disent non, il ne veut pas qui ont fesses avec gros seins. Ce phénomène des accessoires de mode pour avoir des rondeurs ne serait pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle tendance dans les capitales africaines, entre autres Bamako et Ouagadougou. Derrière des fessiers sexy peut se cacher de la laine ou de la mousse. Comme quoi, toutes leurs rondeurs ne sont pas naturelles. Avant, le phénomène était culturel. Chez le peuple akan, par exemple, les femmes attachaient plusieurs pailles pour se faire des rondeurs à l'occasion des cérémonies. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. C'est la beauté du faux. La beauté du faux, la beauté artificielle, la nouvelle tendance. C'était un dossier d'Ami Sissoko du service société de la rédaction. J'aurais peut-être, il faut que j'ai le courage pour poursuivre ce journal. Après les étapes d'Abidjan, d'Abangourou et de Bouaké, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport s'est rendu dans la région du Poro. À Korogo, le Haut Conseil a rencontré les représentants régionaux, des commerçants, des usiniers et des transporteurs. Voyons cela avec Wate Amadou Altara. C'est pour préserver le bon état des routes et des véhicules de transport qu'en décembre 2005, l'Union économique monétaire ouest africaine a institué un règlement communautaire. Le règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres. Il ressort de cette rencontre qu'à partir du 1er octobre 2016, les camions pris en situation de surcharge subiront la rigueur de la loi. Les pénalités sont fixées à 20 000 francs CFA pour les camions nationaux et à 60 000 francs pour les camions internationaux par tonne excédentaire. Avant l'application de ce règlement, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport est sur le terrain afin de sensibiliser les commerçants, usiniers et transporteurs. Les transporteurs ont décidé de s'approprier donc l'application de cette mesure, qui en réalité n'est pas venue contre les transporteurs, mais pour les transporteurs. Parce que lorsqu'un camion charge moins, le transporteur non seulement garde son véhicule en bonne santé, mais garde aussi la vie de son équipage, c'est-à-dire de son conducteur et de son apprenti en bonne santé. Les participants à la rencontre de Korogo souhaitent que des ponts bascules soient installés dans des endroits stratégiques. Nous devons savoir si nous louons un camion et le charger ou on
on doit le peser. Nous sommes bien contents à ce que M. Djabi a dit. Vraiment, il peut défendre le transporteur. Après Korogo, dans la région du Poro, cette campagne de lutte contre la surcharge et ses effets sur la sécurité routière, menée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, sera dans les prochains jours à Mans, Daloa et San Pedro. C'était un reportage de Ouattara Madou Walter de RTI Boaké. Le village de Koyekro, situé dans le département de Tia-Salé, vient de bénéficier de nombreuses infrastructures. Le village a été doté d'un château d'eau, le centre de santé a été équipé. Toutes ces actions ont coûté 20 millions de francs CFA à la mutuelle de développement de ce village, nous dit Chantal Euma-Gandon. En 2 ans d'activité, elle a transformé le paysage de son village. Koyekro, localité autrefois enclavée, située dans le département de Tia-Salé, a bénéficié des actions de MAPECO, la mutuelle en charge de son développement. Réhabilitation d'écoles primaires, dons d'ambulances, distribution de kits scolaires, construction de châteaux d'eau, ouverture des routes pour relier le village aux autres localités du département. Le tout pour un montant de plus de 20 millions de francs CFA. Notre objectif est qu'il y ait à peu près 10 000 adhérents dans cette mutuelle pour qu'ils puissent cotiser 5 millions par mois. Et avec ça, nous allons pouvoir intervenir dans chaque village pour faire face à des besoins qui sont primaires et qu'on peut réaliser sans attendre que l'État réagisse. À Koyekro, une autre difficulté demeure pourtant. Le tronçon du puits Kassasso, long de 3 km, un calvaire pour les populations pour accéder au chef-lieu de département Tia-Salé. Un calvaire, certes, mais bientôt un souvenir. Ayant eu les instructions de notre tutelle technique, qui est le ministère des Infrastructures économiques, d'accéder à un certain nombre de requêtes et au regard des possibilités que nous disposons, nous verrons dans quelle mesure il faut procéder par consultation restreinte pour qu'au bout de 2 mois, ça puisse démarrer. Si Koyekro savoure ainsi quelques fruits du développement, c'est parce que les différentes communautés y vivent en paix. Pour célébrer la cohésion entre elles, un tournoi de football a opposé durant 3 mois 22 villages environnants avec une finale entre Akekro et Boblemou, remportée au tir au but par le village organisateur Akekro. Dans l'actualité politique, l'UDC, le président de l'Union démocratique et citoyenne Melek Théodore a échangé avec les femmes du village de Irobo, dans le département de Jacquesville. Le président de l'UDC a invité les femmes à la réconciliation et à la culture du pardon et du vivre ensemble. Abou Sanogo. Le président de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, Melek Théodore, à la rencontre des femmes d'Irobo, village dans le département de Jacquesville. Rassemblées au sein de l'association Sabari, ces femmes ont été invitées au vivre ensemble afin de lutter contre la pauvreté. Soyez de véritables artisanes de ce pardon. Soyez les chaînons qui manquent à la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. Soyez celles qui vont lever très haut l'étendard pour que tout le monde sache que Irobo est une cité de réconciliation. En vue de les appuyer dans leurs activités, Melek Théodore leur a offert des vivres et une enveloppe de plus d'1 million de francs CFA. Après quoi, il a mis le cap sur le centre de santé du village. Et là, il a offert du matériel aux responsables du 10 centre. Le RHDP étend sa toile des coordinations du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Grand Laou ont été installées par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole de cette organisation politique. Il a invité les membres de ces coordinations à se mobiliser pour un oui au prochain référendum. On retrouve Abou Sanogo. C'est en présence du coordonnateur départemental Djahaja que les coordinations de Awanou, Ebounou, Bakanda, Grand Laou sous-préfecture et commune et la coordination départementale du RHDP ont reçu chacune leur feuille de route des mains des émissaires du RHDP venus d'Abidjan, notamment le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Salimata Dambeli, secrétaire national adjointe du RHDP chargé des militants de l'extérieur.
Adjoumani Kobina Kwasi a peu avant cette installation invité les militants à se mettre en ordre de bataille pour un vote massif au référendum à venir. Selon lui, l'objectif des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est de rassembler les Ivoiriens afin de vivre dans un climat de paix. Il y a de grands enjeux qui arrivent, à savoir le vote pour le référendum et les législatives. Nous devons nous consolider. Nous devons travailler ensemble. Nous devons avoir des équipes fortes dans toutes les localités. Et la meilleure façon pour nous d'atteindre cet objectif, c'est de parler aux militants, de les sensibiliser. Avec l'ambiance de mobilisation qui a régné, nous n'avons aucune crainte que demain, le RHDP va triompher. D'abord au niveau du référendum, ensuite au niveau des législatives. Quant au coordonnateur départemental Djahajan, il a pris l'engagement de ce que Grand Laou compte relever le défi de la mobilisation autour de la nouvelle constitution et des élections futures. La délégation des émissaires du directoire du RHDP est attendue dans d'autres régions du pays. Bienvenue dans la page culture. Cette page s'ouvre avec le Festagni, le Festival des arts et de la culture Agni, qui aura lieu du 29 au 31 octobre prochain dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Thème de ce festival, culture et cohésion sociale. Cette année, un accent particulier est mis sur le dialogue des cultures et le vivre ensemble. Issa Yeo, Abou Sanogo. Initié pour valoriser la culture Agni, le Festagni, Festival des arts et de la culture Agni, est cette année à sa 4e édition. Lancé dans la ferveur à Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa, cette 4e édition est l'occasion pour les fils et filles du peuple Agni de valoriser les danses et rythmes traditionnels du terroir. Le commissaire de la manifestation, Eric Anni, a exhorté le peuple Agni à valoriser, promouvoir et préserver sa culture. Pour cette édition, une place de choix est réservée à la cohésion et à la réconciliation entre les peuples vivant en Côte d'Ivoire, d'où le thème « Culture et cohésion sociale ». Et il s'agit à travers cette thématique de favoriser et prôner le vivre ensemble et d'amener les peuples à s'accepter selon leurs différences. Outre le volet festif, cette 4e édition prévue au mois d'octobre prochain sera marquée, comme les éditions précédentes, par des réflexions d'intellectuels sur la valorisation de la culture Agni. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture, Séraphin Kwame Yao. Sky est l'auteur de l'ouvrage « Tu peux réussir ton concours ». Bonsoir, monsieur Séraphin Kwame. Bonsoir, madame. Vous préférez Sky? Eh bien, peu importe. Sky, c'est juste un nom d'auteur, donc on peut l'utiliser dans le cadre de la littérature. D'accord, donc Sky sur ce plateau. Alors, Tu peux réussir ton concours est le titre de votre ouvrage, un titre qui se termine par un point d'exclamation. Cela est fait à dessein? Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Vous savez, vous connaissez l'environnement des concours en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Les candidats y vont sans véritablement y croire à cause de ce qu'on entend, les idées reçues, les suspicions, légitimes ou non. À partir de là, la plupart de ces candidats se présentent sans grande conviction. Mon idée, mon message, c'est de leur dire, écoutez, vous avez entendu beaucoup de choses, certes, mais avec vos capacités, vous pouvez y aller et réussir. Et votre introduction commence par une interrogation. Veux-tu réussir ton concours? Oui, ça peut paraître évident pour tout le monde. À n'importe qui, on demanderait, la personne répondrait oui, je veux réussir. Sûr. Alors pourquoi poser la question? C'est une déclaration d'intention en général, parce que la volonté dont il s'agit, est-ce qu'elle est vraiment active? Est-ce qu'elle épouse le comportement quotidien? Est-ce qu'on veut effectivement réussir à travers le comportement qu'on a, à travers les attitudes au quotidien? C'est pour cela qu'il est très important de distinguer la volonté, les déclarations d'intention, de la volonté active qui fait le candidat minute.
On veut, mais il faut agir et nous allons voir parce que vous invitez les lecteurs à emprunter une démarche. Quelle est cette démarche? Vous allez vous l'exposer dans votre ouvrage, mais on va suivre ensemble le résumé de cette œuvre rapportée par Astou Touré. Nous allons poursuivre notre entretien. Tu peux réussir ton concours, un livre de Séraphin Kwame. Il dénonce la corruption, la fraude et bien d'autres formes de pratiques immorales et illégales lors des concours d'entrée à la fonction publique. Un commerce mafieux qui ne profite guère aux candidats issus de milieux défavorisés, des candidats aux revenus modestes, bien qu'ayant les aptitudes. Cependant, il ne faut pas baisser les bras et s'apitoyer sur son sort, dit l'auteur. Tu peux réussir ton concours si tu te mets dans un état d'esprit convenable et suivre le bon chemin. Ce livre, qui se veut un livre conseil, entend indiquer la voie à suivre. Il s'offre ainsi comme un guide pratique pour amener le lecteur, lentement mais sûrement, vers la réussite. Réussite qui ne sera possible que par la confiance en soi, le courage de vaincre, la culture d'un esprit positif et une préparation parfaite. Cet ouvrage de 97 pages est une source de motivation et de développement personnel, un message universel qui s'adresse à toute personne en quête de succès. Alors Sky, c'est clair pour vous, beaucoup de candidats ne croient pas en leur possibilité de réussir leur concours. Vous avez tenté de l'expliquer. Quels sont ces obstacles à extraire donc sur ce chemin de la réussite? Eh bien, déjà, permettez-moi d'indiquer que les préceptes qui sont véhiculés dans le livre sont au nombre de 3. Le premier précepte concerne la vision. Si vous ne savez pas où vous voulez arriver, eh bien, vous n'allez pas arriver. C'est très important et ça s'accompagne d'une volonté forte, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais malgré cela, forcément, comme dans toute espèce de projet, vous allez vous confronter à des difficultés, à des contraintes, à des jougs qui sont évidents pour les concours également. Alors, au niveau des concours, bien entendu, vous avez déjà le joug spirituel, le joug psychologique. Déjà, quand on entend parler Expliquez en 2 phrases le joug spirituel qu'il faut faire sauter. Mais madame, la chose est simple. Qu'on soit athée ou croyant, la réalité est que la vie est plus spirituelle que physique. La vie n'est pas que ce que nous voyons. Pendant que vous priez pour réussir, il y a d'autres forces qui ne vous aiment pas, qui prient pour que vous échouez. Ça va de soi. Maintenant, tout se joue dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Est-ce que devant cela, vous vous abattez? Mais pour schématiser, pour simplifier, l'ennemi classique du mal, c'est le bien. Il faut avoir un état d'esprit bien et on triomphe de l'esprit du joug spirituel. Ouais, des jougs spirituels. Bon, au-delà, il y a le joug financier parce que, écoutez, moi, je ne parle pas d'argent pour aller payer le concours. Évidemment, c'est contre ça que j'écris le livre. Mais je parle du minimum pour ne serait-ce que payer les frais de concours, réunir la documentation. Donc, en réalité, nous connaissons la situation de nos étudiants, de nos candidats au concours. Ce n'est pas toujours évident de réunir la somme nécessaire. Donc, comment le faire? Comment le faire? Il faut s'organiser. Il faut comprendre qu'à la guerre... Prenons l'exemple pour l'étudiant. Pour l'étudiant, laissez-moi terminer la phrase. À la guerre, ce n'est pas le nombre des armes, ni la puissance des armes qui compte. C'est l'usage qu'on en fait, c'est l'emploi des armes que vous avez. Donc, le peu de moyens financiers que vous avez suffit. Prenons l'étudiant qui n'a pas suffisamment de moyens et qui a besoin d'acquérir des livres, des ouvrages. Mais si vous partez de l'idée qu'il faut acquérir des ouvrages, vous allez être découragé parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens. Alors qu'on a des institutions, comme l'Institut français, si vous me permettez, qui, avec un abonnement de 6 000 francs, vous permet de consulter. Je pense qu'on vous a saisi clairement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, ce n'est peut-être pas votre avis, mais moi, j'ajouterai le nombre limité de places. Pour cette année, par exemple, ils sont 71 000 candidats pour environ 8 000 places, 8 323 places. Oh ben Est-ce que le nombre limité de places c'est une évidence, c'est un facteur d'échec, mais ce n'est pas pour les bons candidats. C'est un facteur d'échec pour les candidats qui ne croient pas. Parce que malheureusement, comme la plupart des gens ne croient pas, très peu de candidats arrivent avec un état de confiance qui permet de réussir. Donc, le peu de places qui existe, qui est disponible, c'est pour les bons candidats. Et si vous êtes préparé, si vous épousez les préceptes de ce livre, vous allez réussir. Alors donc, pour les bons candidats, il faut que tout le monde soit bon candidat. Je pense qu'ils sont tous bons candidats, les 71 000 qui nous écoutent. Alors dites-nous, quelle est la démarche, la première démarche? Vous parlez d'esprit positif. Est-ce que la volonté seulement suffit? La volonté seulement ne suffira pas. C'est pour ça que, de toute façon, la volonté doit être caractérisée. Ça doit être une volonté active, dynamique, agissante.
C'est-à-dire, vous avez la jeune dame qui dit « je veux réussir mon concours dans 3 mois », mais qui passe le plus clair de son temps à aller à tous les baptêmes, à tous les anniversaires. Elle ne veut pas réussir son concours, donc ça ne suffit pas. Et au-delà de la volonté, nous avons parlé de l'état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit positif, comme le dit Clément Stone, ou alors expérimenter au quotidien ce que Norman Vincent Peale appelle la puissance de la pensée positive. Mais au-delà de ça, si vous n'avez pas étudié, si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas réussir votre concours. Il nous reste quelques minutes. Dites-nous, pour la préparation, on a les épreuves écrites, on a aussi les épreuves orales. Dites-nous comment se préparer concrètement. Alors déjà, il faut, de façon générale, pour les 2 types d'épreuves, être bien informé, être bien organisé, savoir chercher l'information. Cela suppose, par exemple, que vous sachiez lire. Voilà, parce que l'information se trouve... Quand on est parti à l'école, on sait lire, ou bien une autre manière de lire. Oui, il y a plusieurs manières de lire, parce que vous allez vous retrouver avec une documentation immense pour préparer un concours. Si vous ne connaissez pas les techniques de la lecture rapide, et que vous lisez de façon classique, quand vous prenez la structure, par exemple, d'un paragraphe, il y a des ouvrages, par exemple, de 1000 pages. Comment faire? Oui, vous prenez la structure d'un paragraphe, par exemple, il faut comprendre que vous avez une idée principale. Après, il y a des idées secondaires et il y a des illustrations. Vous n'avez pas le temps d'aller à toutes les illustrations. Vous vous contentez de l'idée principale, quelques idées secondaires. Vous faites la diagonale, j'aime pas trop le mot, mais ça fait partie des techniques pour aller le plus rapidement possible. L'épreuve orale? L'épreuve orale, mais justement, première chose, il faut la préparer en même temps que l'épreuve écrite. Parce qu'on est admissible. Oui, il ne faut pas être surpris de voir son nom sur le tableau des admissibles pour commencer à préparer l'épreuve orale. Ça, c'est la première chose. Il y a un certain nombre de préceptes qui vont avec, tels que la tenue, tels que l'expression. La tenue, laissez-moi dire ça, puisqu'on n'a pas assez de temps, il vaut mieux se focaliser sur un élément. Un homme qui se présente à l'épreuve orale, sa tenue, c'est le costume. Et la femme? Et la femme, c'est le tailleur. Merci. Voilà, alors, merci. Si je terminais par vous demander votre vision pour tous ces candidats qui vous regardent. Alors, ma vision... En un mot? En un mot... Un seul mot. Un seul mot. Qui se dégage de votre ouvrage. Moi, j'ai retenu, j'ai une idée. Votre vision? Ma vision, succès. Le succès. Et je suis d'accord avec vous. Le succès est une belle vision que je partage justement avec vous. Et l'ensemble de la rédaction qui aspire au succès pour le bonheur des téléspectateurs vous remercie d'avoir été sur ce plateau, d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir. Merci. L'Union africaine veut envoyer le plus rapidement possible des observateurs juristes pour assister la Cour constitutionnelle gabonaise dans l'examen du recours de l'opposant Jean Ping. Jamais l'UA n'a envoyé une mission d'experts juridiques pour se pencher sur une élection contestée. Ces juristes, selon l'Union africaine, seront au moins 5 et seront choisis parmi d'anciens présidents de Cour suprême et des professeurs de droit administratif. La Cour constitutionnelle gabonaise, qui doit rendre sa décision le 23 septembre prochain, a accepté le principe de cette mission juridique de l'UA. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite le succès dans toutes vos entreprises. Merci de continuer à nous suivre à travers le monde.